qu'il y a eu une sorte d'affolement de l'ensemble des clients du restaurant. Et je me suis levé et je suis la seule personne qui m'est rendue sous la terrasse où l'explosion a eu lieu. Une semaine après les attentats, il y a ce témoignage. Cet infirmier de profession habite juste à côté du bar Le Comptoir Voltaire. Sur cette vidéo, tournée juste après l'explosion, on l'aperçoit à gauche faire un massage cardiaque à un homme gravement touché. J'ai pratiqué un massage cardiaque en le mettant par terre et c'est en continuant ce massage cardiaque avec l'aide d'un autre type qui est venu m'aider que je me suis rendu compte que c'était pas l'explosion au gaz mais que c'était un kamikaze. Je remarque tout simplement moi que sur le côté il y avait une ouverture énorme, une grosse ouverture sur le côté. Mais encore une fois là je ne pense pas du tout que ce soit un kamikaze. Pour moi, c'est un des clients comme les autres qui a pris ce souffle de gaz. Ce que j'avais découvert en déchirant son t-shirt, qui portait des fils sur lui. Le type qui masse avec moi, il me dit il faut peut-être qu'on enlève le t-shirt, c'est mieux. Tout ça. Et je lui dis oui, t'as raison. Et là, je déchire le t-shirt. Et en déchirant le t-shirt, c'est moi qui l'ai déchiré ce t-shirt et j'ai vu des fils. En jetant un regard sur les lampes de chauffage qui étaient au plafond, j'ai vu qu'ils n'étaient pas abîmés. Et je découvre également par terre, après avoir découvert des fils que kamikaze portait sur lui, des boulons. Et là, j'avais tout de suite compris que c'était un acte de terrorisme et non pas une explosion au gaz. Et là, par terre, il y a du sang et je vois les premiers boulons par terre. Et là, j'ai tout de suite compris. J'ai dit, mais c'est une explosion, c'est un kamikaze. C'est dimanche après-midi en me disant, en me mettant par terre, en me massant, c'est quand même des gestes assez brusques que j'ai fait. J'aurais pu aussi y passer. Paru le 14 mars 2016, une enquête journalistique fut entièrement consacrée aux événements survenus au comptoir Voltaire. Ex-secrétaire général adjoint de Reporters sans frontières et résident du quartier, son auteur, Hervé de Guine, avait recueilli plusieurs témoignages inédits. Mais pour l'Express, magazine détenu par le milliardaire israélien Patrick Drahi, avait choisi d'en publier quelques extraits en écartant ceux qui ne valident pas le récit officiel, faisant état d'un islamiste kamikaze dont le gilet explosif aurait soi-disant été défectueux. Il faut se rendre, par exemple, à la page 39 de l'ouvrage, pour y découvrir ainsi un témoignage stupéfiant. Selon Jason C., infirmier à l'hôpital Salpêtrière, qui fut présent dans le bar, Bouraïm Abdeslam, qui agonisait sous ses yeux, n'avait étrangement aucune blessure. Il ne portait aucun fil relié à un quelconque dispositif explosif. Ces propos contredisent radicalement le seul témoignage à visage découvert faisant état d'un kamikaze, le dos sanguinolent et enserré dans des fils suspects, celui de David M., infirmier logisticien dont l'une des spécialités, selon Hervé de Guine, est d'ailleurs la médecine de catastrophe. Une chose est certaine, les témoignages de David Murat et Jason C. sont totalement irréconciliables. Le plus troublant, voire accablant, l'infirmier Jason avait précisé à Hervé de Guine qu'il avait transmis son numéro de téléphone à la police, afin de pouvoir donner son témoignage précieux. Celle-ci ne l'a jamais rappelé. Jason a dû lui-même insister pour être enfin entendu au 36 quai des Orfèvres. David Murat, cet infirmier basé à l'hôpital Saint-Antoine, aurait lui-même contacté Reuters pour relater son expérience, de même, curieuse similitude qu'un certain Mediem, l'auteur de la vidéo amateur filmant le massage cardiaque de Bouraïm Abdeslam, qui avait pris également contact avec l'agence britanno-canadienne. David Murat avait depuis accepté de rapporter, une nouvelle fois,
ce qu'il affirme avoir vu dans un film documentaire qui s'intitule Vendredi 13. Mais il risque d'avoir d'autres anomalies à venir. La première, c'est le visage très étrange d'Abdeslam en train de se faire masser. La seconde, celle qui jette un premier sujet à caution, c'est le bruit très relatif à un bruit qui en rappelle un autre, un bruit qui coïncide parfaitement avec l'énergie déployée pour effectuer le massage cardiaque sur le supposé corps d'Abdeslam, mais un bruit qui n'aurait jamais dû y être. Ça coule, ça pisse le sang là, faut lui mettre quelque chose en dessous. Ça coule, ça pisse le sang là, faut lui mettre quelque chose en dessous. Nous allons ainsi appuyer 30 fois de suite en compressant de 5 à 6 cm à un rythme de 100 à 120 par minute. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut maintenant, immédiatement, réaliser le massage cardiaque externe. Sans attendre l'arrivée des secours. Vous appuyez au milieu de la poitrine en cadence. Ce geste va faire recirculer le sang. Vous créez une circulation qui va permettre de gagner de précieuses minutes. Il faut savoir que la journaliste qui avait hérité de l'interview unique de David Murat, ainsi que la vidéo amateur en question, c'est Marie-Louise Gumuchan, accusée par CNN de plagiat en 2014 sur une 50aine d'articles. Deux choses l'une. Soit c'est un bidouillage au niveau sonore, et on se demande pour quel motif et dans quel but, soit il s'agit d'une mise en scène. La troisième anomalie, ce sont les images inédites de vidéosurveillance relatives à la soi-disant attentat suicide, commis au comptoir Voltaire, le 13 novembre. Des images soudainement diffusées lors d'un documentaire de zone interdite sur M6. Dans le café, les clients remarquent à peine l'homme qui vient d'entrer. Le kamikaze baisse le regard et actionne sa ceinture d'explosifs. Il meurt dans l'explosion, des clients sont blessés, mais aucun n'est tué. De nombreux commentateurs, s'exprimant sur les réseaux sociaux à propos de ces images diffusées par M6, se sont interrogés sur l'incongruité de la scène. Un homme, présenté par les autorités comme un membre du redoutable commando des terrasses, rentre dans le bar, porte sa main gauche au visage, comme s'il voulait le cacher, et disparaît soudainement de l'écran, après l'apparition d'une fumée blanche et de 2 éclairs dans son dos. À aucun moment, on le voit en train d'actionner quoi que ce soit pour se faire exploser. Si on cherche à faire valoir l'idée qu'il avait une ceinture, pour nier en bloc que l'on a vraisemblablement déclenché à distance des micro-explosifs qu'on aurait dissimulés dans son blouson, ou dans la ceinture de son pantalon, assez puissant pour provoquer une réaction en chaîne, afin de le tuer lui.
et blessé des gens alentour sans grande gravité. Que dire de ses complices au Stade de France? Tout cela dans le but de faire croire à un attentat suicide. Et enfin, la dernière anomalie, celle qui donne sujet à caution. En janvier 2016, le 19:45 de M6 avait déjà diffusé une première image de Bouraïm Abdeslam, pénétrant dans le comptoir Voltaire. On y observe en haut à droite, les mentions redatées de 22h42, alors que l'acte s'était déroulé à 21h42. Étant donné le passage à l'heure d'hiver, soit depuis 19 jours avant le 13 novembre, aucune anomalie à relever, compte tenu que toutes les vidéosurveillances, y compris celle-ci, via un arrêté du 3 août 2007 sur les normes techniques de vidéoprotection, sont toutes redatées avec une heure d'avance, et sont inaltérables. Mais la vraie anomalie, qui prouve incontestablement que la vidéo a été manipulée, c'est que l'heure de la vidéo présentée par Zone Interdite a été redatée à 21h42. Les questions qui se posent, c'est comment un tel fichier vidéo a-t-il pu être corrompu, qui est l'auteur de cette manipulation, et dans quel but? Dans la série des prémonitions juives, une nouvelle fois, nous avons déniché notre couple gagnant pour les attentats de Paris. Après la préconnaissance de la société Odigo pour les attentats du 11 septembre 2001, ou encore les deux cas de prémonition concernant l'attentat de Nice, voilà que le 15 novembre 2015, un journal juif new-yorkais, dénommé The Algemener, avait rapporté qu'un couple israélien, Irit et Rotem Talmi, avait remercié le ciel pour avoir échappé, à 2 reprises, aux attentats du 13 novembre. En vacances à Paris, le couple avait prévu de se rendre au concert du Bataclan, mais l'épouse, prénommée Irit, avait choisi au dernier moment d'y renoncer. Ce fut une décision du ciel, affirme-t-elle. Puis, Irit et Rotem Talmi sont alors allés dîner avec des amis israéliens aux abords du Bataclan, et non loin des terrasses visées, selon Irit. Ce fut là, leur seconde manifestation chanceuse, où ils auraient pu se trouver dans l'un des restaurants ciblés, précise Irit. Mais le détail relatif à leur sensibilité politique est que Irit affirme que cette soirée leur avait donné l'opportunité de pratiquer, auprès des autres personnes bloquées au restaurant, de la hasbara, le fameux terme hébreu désignant l'explication ou, plus exactement, la propagande israélienne à propos de la peur instillée par le terrorisme en Israël. L'article de Algemener s'appuie sur leur interview accordée le 15 novembre à la web TV israélienne Walla, au cours de laquelle Irit et Rotem Talmi, interrogés depuis l'aéroport parisien, duquel ils s'apprêtaient à regagner Tel Aviv, avaient gentiment affiché, tout au long des 6 minutes de l'entretien, un large sourire.
15 novembre, ce fut l'émoi sur les réseaux sociaux. De nombreux usagers de Facebook, Twitter et Instagram avaient été indignés par la publication d'une photo choc. Celle censée représenter une vingtaine de corps jonchés sur le sol du Bataclan et fauchés par l'attentat terroriste commis 2 jours plus tôt. La police nationale et Christine Taubira, garde des Sceaux, avaient aussitôt réagi. Relayée par la presse étrangère, cette image avait déjà davantage fait l'objet de commentaires en France sans être publiée. On pouvait ainsi apprendre que le ministère de l'Intérieur avait demandé, dès le 15 novembre et par réquisition judiciaire, son retrait auprès de Facebook et Twitter. Le gros problème, aucun média de la presse traditionnelle n'avait tenté d'en savoir plus sur l'origine de la photo. Au contraire, de concert avec le gouvernement et la police, la plupart des journalistes encartés et des éditorialistes se sont contentés de dénoncer la diffusion de l'image sans entamer la moindre tentative de décryptage quant à la genèse de sa propagation. Prenez l'exemple d'Adrien Sénécat, ancien de l'Express et rédacteur pour le compte du site BuzzFeed, où dans son article, le jeune homme se concentre sur les désagréments, à l'instar de ses collègues, pour contacter les modérateurs des réseaux sociaux et faire supprimer la photo, sans jamais s'interroger sur son origine exacte. Il était pourtant possible de retracer le parcours, a fortiori quand on est censé exercer son métier dans le web journalisme. Le 15 novembre, le quotidien britannique Le Télégraphe précisait ainsi que cette photo avait été publiée sur Twitter par Bart Nijman, un blogueur hollandais et islamophobe. En consultant son compte Twitter, le tweet en question est aisément accessible. Rappelons ici que la plupart des journaux français ont indiqué, à tort, que le cliché est apparu dimanche après-midi sur Twitter. Allons plus loin. Dans la partie commentaire de son tweet, Bart Nijman fut sollicité par plusieurs personnes parmi lesquelles des journalistes, à propos de l'origine de la photo. Après s'être contenté d'affirmer l'avoir trouvée sur Internet, l'homme avait finalement dévoilé au reporter Bosch van Rosenthal la source de sa publication. Le nom du compte, c'est Fil d'actualité d'Israël, animé par Israël Hatzola. À 0h51 précisément, ce compte avait été en réalité le premier sur le web à diffuser la photographie. Sur sa page d'accueil de Twitter, ce compte qui avait curieusement publié sa photo exclusive sans y apposer son nom, rendant ainsi facile sa récupération par quiconque, indique être affilié à United Hatzalah, une ONG israélienne qui collabore pleinement avec l'armée. Celui qui dirige cette organisation paramédicale au niveau international, c'est l'Américain Mark Gerson. Admirateur de l'ex-président républicain George Walker Bush, ce New-Yorkais a la spécificité d'être une figure vedette des cercles néoconservateurs, dont la volonté de domination géopolitique est centrée sur l'axe Washington-Tel Aviv. Gerson fut le directeur exécutif d'un célèbre laboratoire d'idées dénommé Project 4 à New American Century, cette organisation ultra-droitière qui fut présente dans l'administration Bush
et qui avait joué un rôle majeur dans l'instrumentalisation du 11 septembre contre Saddam Hussein, était elle-même basée sur les grandes lignes d'un mémorandum commenté en 1996 par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et destiné à développer une stratégie moyenne-orientale en faveur des intérêts israéliens. Reste désormais à connaître en détail quel fut l'itinéraire emprunté par cette photographie destinée à susciter l'effroi, et dont l'authenticité est très discutée sur les forums étrangers, pour se retrouver sur le compte d'un webmaster installé à Jérusalem. Nulle surprise, en tout cas, que le site de la Ligue de défense juive, groupuscule lié au réseau similaire de la droite extrême israélienne, ait publié aussitôt le cliché sur son site, sans s'attirer évidemment la colère de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur particulièrement complaisant envers les agissements de la mouvance sioniste et ceux de son relais opérationnel en France, qu'est le Mossad. Jusqu'au jour où il décide de retirer le cliché en question de façon très grossière, et de la remplacer par un autre totalement hors contexte, en lieu et place d'effacer la page complète. Serge Simon, ancien rugbyman et pilier de Bordeaux-Bègles, avait assisté à la fusillade au Petit Cambodge, perpétrée par le commando des terrasses, le soir du 13 novembre. Serge Simon nous a rejoint, consultant rugby pour BFM TV et RMC Sport. Et Serge, vous étiez sur place à cet endroit, au-dessus de ce restaurant hier soir. Vous avez tout vu. Oui. Oui, j'étais... Je dînais et je loge là-bas quand je viens à Paris, 36 rue Bichat, donc au-dessus du Petit Cambodge. Et donc je venais d'arriver en scooter. Je l'ai garé devant le Petit Cambodge d'ailleurs. Et puis donc au cours du repas, on entend des bruits, mes hôtes et moi, terribles. Enfin des bruits pas terribles d'ailleurs, parce qu'on a pensé, on a fait une plaisanterie évidemment a posteriori sordide. On dit tiens, c'est le nouvel an chinois, parce que vraiment c'était pas des détonations, des gros pétards, pim pim pam 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 pam. Et puis la compagne de mon ami est sortie sur le balcon et a hurlé. On est sorti et deux hommes étaient en train de mitrailler les deux façades. D'un côté le Petit Cambodge et puis de l'autre côté le Carillon, qui est un bar extrêmement connu du coin, très jovial, très convivial, beaucoup d'ambiance, beaucoup de personnes. Voilà, et là vous réalisez, vous voyez des hommes qui tenaient dans des kalachnikovs, ça se reconnaît d'assez loin, à 50 cm de personnes, et qui n'étaient pas en mode mitrailleuse, qui étaient, vous savez, vous pouvez mettre différents modes dans les... Des exécutions. Des exécutions, tac, 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 tac. Voilà, et les gens qui s'écroulaient. Que vous avez pu voir de ces deux assaillants, Serge? Alors, quand vous regardez cette scène-là, évidemment, vous êtes un petit peu sidéré, parce que vous n'attendez pas du tout à être témoin de ce genre de choses. Vous n'avez pas de logiciel non plus d'analyse. Vous essayez de prendre votre téléphone, d'essayer de prendre une photo, de regarder une plaque d'immatriculation. Alors, il y avait deux voitures, moi, ce que j'ai vu. Il y avait deux voitures, une voiture noire et une voiture grise, qui étaient donc au début de la rue Bichat, juste en face le Petit Cambodge. Je croyais que c'était deux voitures d'assaillants. Moi, j'ai pensé à un règlement de compte, comme on voit dans les films Borsalino, vous savez, qui mitraillent des restaurants. Je pensais que c'était un règlement de compte. Après, je comprenais pas pourquoi. Enfin, je comprenais pas. Un truc qui collait pas, c'est qu'ils tiraient dans deux établissements. Mais voilà, c'est la première pensée que j'ai eue. Et puis, les assaillants sont remontés. Enfin, un assaillant est remonté en voiture noire, l'autre, je l'ai perdu de vue. La voiture noire est partie, celle de devant, donc.
là, j'ai décidé de descendre sans trop savoir ce que j'allais faire, mais il y a le logiciel de médecin aussi, parce qu'il y avait plein de gens qui gisaient. Quand je suis sorti dans la rue, il y avait encore la deuxième voiture grise, et moi je pensais que c'était encore une fois une voiture d'assaillant. Puis j'ai très vite compris que c'était une voiture de victime. C'est une voiture qui en fait était au mauvais moment, au mauvais endroit, qui suivait et qui a malheureusement aussi subi une attaque, puisque une des passagères est morte. Les assaillants après sont partis, et là on a entendu d'autres détonations. C'est-à-dire au bout de la rue Bichat, ils ont tourné à droite, on a entendu d'autres trucs qui se sont confirmés, puisqu'ils ont tiré à nouveau au McDonald's, pas loin, rue du Faubourg du Temple. Alors ils n'étaient pas cagoulés, moi d'en haut j'ai pas vu de cagoule, ils n'ont rien dit, ils étaient habillés en civil. On voyait qu'ils étaient équipés des ceintures d'explosifs parce qu'ils étaient tous visiblement équipés de ces ceintures. Oui, alors a posteriori, oui peut-être, ils étaient enfin moi le type que je regardais, il avait un blouson clair et effectivement il était assez volumineux, mais j'aurais pas pu. La façon dont il se mouvait, oui, sans aucun doute, il tenait la Kalachnikov comme ça, enfin il faut être assez alerte, hein, si vous avez déjà, moi j'ai testé cette arme-là dans un cadre très, très encadré avec l'armée, ça a beaucoup de recul cette arme-là, il faut de la force, il faut être entraîné, il faut de la force, on ne tire pas à la Kalachnikov comme ça, il le tenait d'une main, et il faut être alerte, il faut être jeune, oui. Enfin, ils étaient deux ou trois les assaillants, ça. Moi, ce dont je suis sûr, et en recoupant avec le témoignage de mes hôtes, il y a un homme du côté du Petit Carillon qui a fait un massacre, un autre homme sur lequel moi je me suis focalisé du côté Petit Gamboge, et il me semble un chauffeur, voilà, parce qu'ils sont rentrés, la voiture est partie de suite, donc... Lorsqu'il évoque la physionomie particulière du fameux tireur du Kazen-Stra, il le décrit comme volumineux, braquant sa Kalachnikov à une main, autrement dit suffisamment musclé, et portant une veste grise. Gros problème, aucun des assaillants identifiés ne portait bien évidemment pas ce genre de tenue à couleur négligeable, étant donné que, pour effectuer ce genre de mission en soirée, ces derniers étaient tous vêtus de noir, facilement moins repérables, voire plus discrets. Sans compter qu'aucune physionomie de ces individus ne coïncide avec celle de ce tueur, visiblement plus taillé, et dont le visage a été curieusement crypté par la police, afin de ne pas l'identifier. Mais la chose la plus intrigante, c'est le temps nécessaire aux commandos des terrasses de parcourir du Kazen-Stra jusqu'à la Belle Équipe en voiture un vendredi soir, 2,5 km en l'espace de 2 minutes ou moins. Mais ça, c'est un autre problème à découvrir. Le rapport officiel de l'enquête relative aux attentats du 13 novembre contient une stupéfiante contre-vérité lors du massacre du Bataclan et en parallèle, le Figaro fanfaronne. En une de son édition du 28 décembre 2015, le journal fait savoir qu'il est en mesure de dévoiler l'enquête sur les attentats de Paris qui fut conduite par la sous-direction antiterroriste, la brigade criminelle de Paris
et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. En pages 2 et 3 de leur papier, un foisonnement de détails inédits est ainsi étalé. Par exemple, après avoir déclaré agir au nom de l'islam et de Daesh, l'un des terroristes serait allé, comme dans une scène d'épouvante, au xylophone pour jouer avec un rire sadique. Autre illustration, d'après le Figaro, les terroristes auraient saisi les smartphones des otages, afin d'accéder à Internet, en vain, faute de réseau. Malheureusement, c'est un mensonge. Dès le soir des attentats, plusieurs spectateurs, tels Benjamin Cazeneuve, à 23h, avaient communiqué en direct, via Facebook ou Twitter, depuis la salle du Bataclan. Le 17 novembre, le site Slate publiait le long témoignage de Benoît, bloqué au Bataclan durant 3 heures. En voici des extraits. Contrairement à ce qu'affirme le rapport d'enquête dévoilé par le Figaro, Internet était bien accessible, tout au long de la soirée du 13 novembre, dans la salle du Bataclan. Mais au fait, qui sont les 2 heureux bénéficiaires des confidences policières à l'origine du papier? Christophe Cornovin et Paul Gonzalez sont les rédacteurs attitrés des articles du Figaro, mêlant police, justice, prison et islam radical. Rappelons ici que la rédaction salariée par le juif et marchand d'armes Serge Dassault et subventionnée par l'État exprime régulièrement une propension irrésistible à la désinformation islamophobe. Cornovin constitue d'ailleurs l'incarnation de ce que les anglo-saxons nomment avec dédain le reporter en pedide, à savoir, au lit avec les forces de l'ordre. En 2015, l'homme avait ainsi suivi durant 6 mois les policiers du renseignement territorial dans leur traque supposée du délinquant en voie de radicalisation djihadiste. Auprès d'un collègue l'interrogeant le 6 novembre, Cornovin s'était vanté de ne pas trahir les services de renseignement, après avoir bénéficié du feu vert de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur particulièrement dévoué envers le CRIF et la franc-maçonnerie du Grand Orient de France. Alors, je le rappelle, vous êtes resté 6 mois avec les nouveaux renseignements généraux. Comment monte-t-on un tel reportage? Je peux évidemment pas tout vous dire, évidemment. J'imagine. Peu de temps auparavant, on avait aussi fait un reportage assez long au sein du 36 quai des Orfèvres, ce qui nous permettait de bien comprendre un peu la réalité policière. Absolument. Donc évidemment, les services de renseignement se parlent entre eux. Et ils savaient qu'on ne les trahirait pas parce que la règle du silence est une règle capitale dans leur métier. C'est une décision pour faire ce type de reportage qui monte jusqu'au sommet de l'État? Ça monte quasiment au sommet de l'État, c'est le ministre de l'Intérieur en personne qui donne le feu vert, autrement on ne fait rien. Nulle surprise à ce qu'un tel journaliste, qui relie à sans sourciller la thèse officielle d'un problème de prostate dans l'affaire de la bombe factice du vol Air France, ne souligne pas cette étrange contre-vérité policière à propos de la communication extérieure des terroristes du Bataclan.